En feuilletant un livre sur la guerre de 100 ans, Fred découvre qu'il avait un ancêtre dans la chevalerie. 1346, naissance de Godefroy le Désiré. Devenir chevalier est une idée qui lui trottait déjà dans la tête, mais cette fois, c'est l'occasion. C'est ça la guerre de 100 ans? C'est drôlement calme. Alors reprenons. Le chevalier Godefroy le Désiré est né dans les premières années de la guerre de 100 ans. Le royaume de France est alors dirigé par Philippe VI. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Tu as dit calme? Je crois que tu as parlé un peu trop vite, mon ami. Qu'est-ce qu'ils veulent? Cette là. Les filles, rendez sur vos terres. Et voilà, ça commence bien. Que fais-tu embêter, Herville Félon? Tu ne serais pas à la solde de Langlois par hasard? Pas du tout, messire. Je voudrais devenir chevalier et on m'a dit que c'était une bonne école ici. Tu as raison. En Montcastel, nous formons les meilleurs chevaliers du royaume pour bouter les Anglois hors de France. Ah bon, parce que vous êtes en guerre, hein? Non mais il va pas bien ou quoi, là? Voilà près de 9 ans que le roi d'Angleterre prétend la couronne de France. Depuis que les 3 fils de Philippe le Bel sont morts. Louis X, Philippe V et Charles IV. Sans héritier et que la couronne est passée à Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, par son père Charles de Valois, petit-fils de Philippe III. Non. Si. Et Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, après avoir reconnu son cousin, prétend que ce n'est qu'un usurpateur. Hein? Qui? Le cousin. Il réclame la couronne pour lui-même. Le cousin? Non, Édouard III. Oh, c'est terrible, hein. Mais pourquoi je te raconte tout ça, moi? Je sais pas. Ah si, je vous ai demandé de devenir chevalier. Ça tombe bien. On en a grand besoin. Ça a l'air drôlement compliqué, vos histoires de famille. Et encore, je ne suis pas remonté à Aliénor d'Aquitaine. Quelle histoire. Et j'ai l'impression que ça va durer, hein. Bon, laissez-moi éclaircir tout ça. C'est pas très compliqué. Pour comprendre les raisons de la guerre de 100 ans, il faut remonter en 1328. Cette année-là, le roi de France, Charles IV, décède sans avoir d'héritier direct pour lui succéder. 2 cousins prétendent alors à la couronne. À gauche, Philippe VI de Valois, à droite, Édouard III. Mais Édouard III est déjà roi d'Angleterre. Les conseillers royaux choisissent donc de couronner Philippe VI de Valois. Et la lutte entre les 2 hommes ne s'arrête pas là. Car Édouard III, roi d'Angleterre, a déjà un pied en France. En effet, il est aussi duc de Guyenne, ou d'Aquitaine si vous préférez. Après de nombreuses querelles de pouvoir, Édouard III revendique la couronne de France et envahit le pays. Ainsi commence en 1337 la guerre de 100 ans. Jean, 7. Mais on dirait que le métier rentre. Dis donc, pourquoi veux-tu devenir chevalier? Bah, pour servir le roi de France, messire. Le roi. Tu commenceras par servir ton seigneur et maître. C'est pareil. Messire, je comprends pas. Pourquoi vous dites c'est pareil? Dois-je te rappeler que le roi a partagé son royaume en duché qu'il a confié à des ducs, en comté qu'il a confié à des comtes, qui lui ont en contrepartie juré fidélité. Et les comtes ont eux aussi divisé leurs terres en baronnies qu'ils ont confiées à des barons. Et les barons, ils ont divisé leurs terres aussi? Oui, en petites seigneuries. Donc, si je comprends bien, vous êtes un petit seigneur, un vassal au service d'un baron. Vassal peut-être, mais je lui ai juré fidélité. Donc si tu me sers, tu sers mon baron. Et donc, le roi, mais il comprend rien. Si, j'ai compris, c'est pas dur. Attendez! Soldats, à moi! Fais attention, je crois que tu l'agaces un peu avec tes questions. Donc c'est un baron qui vous a donné les terres? Donner que nenni. Rien n'est gratuit. En contrepartie, je dois lui fournir des soldats et des chevaliers pour guerroyer. Et comment vous payez tout ça? Eh ben justement, en prélevant l'impôt sur les terres qu'il m'a données. Benet. Donc les nobles font la guerre et les paysans la financent. Tiens, tu veux être chevalier? Nettoie-moi ça. Je vois pas le rapport. Mais si, Fred, c'est très simple. Pour devenir chevalier, il faut d'abord apprendre à entretenir les armes, les armures, à manier l'épée, la lance. C'est un apprentissage qui peut durer plusieurs années.
Il faut également être initié aux règles de la chevalerie, une sorte de code d'honneur qui prône la générosité envers les faibles, la bravoure au combat, le respect de l'adversaire. Dans une bataille, il est interdit de tuer un chevalier ennemi. On doit le faire prisonnier et le libérer contre une rançon, ce qui finalement arrange bien les affaires des chevaliers. On se bat pour gagner sa vie, on se bat pour être vainqueur, on se bat pour empocher une grasse rançon ou pour piller un territoire. Et puis pour être chevalier, il faut être noble. D'ailleurs, pendant la guerre, le roi anoblira ses plus vaillants soldats pour qu'ils accèdent à cette élite. Pour Fred, qui n'a pas de sang bleu, c'est une aubaine. Hé, vous savez que c'est de l'entretien, une cotte de maille. Faut mettre de l'huile pour éviter que ça rouille. C'est la première fois que je nettoie des vêtements avec de l'huile. Au moins, on verra pas les taches de gras. Laissez passer le messager! Tiens, là, le facteur, je comprends pas. C'est dimanche. Une mauvaise nouvelle, messire? Édouard, 3 bâtons. Édouard III. Le roi d'Angleterre a débarqué en Normandie avec 15 000 hommes. Ils pillent tout, ils brûlent tout sur leur panache. Passage. Le roi de France appelle tous les chevaliers à se rassembler à Saint-Denis. C'est près de Paris. Mais alors c'est la guerre? Oui, c'est la guerre. On va bouter du godon. Du godon? On va bouter les Anglais. On va bouter les Anglais. On va bouter. Robert, à table! Oh, mamie, j'ai tant de choses à vous dire. Ah, j'arrive. Ça va pas fort, hein? Je crois que c'est le début de la bataille de Crécy. Bon, et puis pour tout ça, j'ai une idée. Ça, pour une idée, c'est une idée, Fred. Bon alors, Crécy... Le 26 août 1346, les chevaliers de l'armée française subissent une écrasante défaite. Vous vous rendez compte? Oh, c'est pas vrai. J'ai regardé, c'est écrit là. Je peux même vous raconter qu'en arrivant à Crécy, dans le nord de la France, nos valeureux chevaliers étaient très sûrs d'eux. Ils alignaient environ 16 000 hommes face à une armée anglaise qui en comptait 8 000. Mais l'art de la guerre n'est pas une question de nombre. La discipline qui est la force principale des armées, on a toujours appris ça, n'est-ce pas? Eh bien, était beaucoup plus respectée, beaucoup mieux respectée du côté anglais que du côté français. Le modèle était le même, mais les Français étaient finalement des mauvais chevaliers. C'était ça, la vérité. Et puis, pour la première fois, les Anglais alignent en grand nombre leurs fameux archers. À 50 mètres, les flèches traversent les cuirasses des chevaliers français. À travers toute la guerre de 100 ans, les archers anglais étaient une arme incomparable. C'est l'arme nationale. Les Anglais, le peuple anglais dans sa masse, ceux qu'on appelle les yeomen, sont priés d'apprendre le jeu du grand arc est un jeu très difficile, un art martial très difficile à apprendre, qu'il faut apprendre très jeune. Et donc il y a un réservoir d'hommes à la disposition du roi d'Angleterre. Les chevaliers français perdent 3 000 hommes. Ceux qui échappent au massacre s'enfuient. Bon, revenons à cette lessive. Oh là là! 3000 morts à Crécy, c'est quand même pas rien. Faut faire quelque chose. Il va être content. Regardez, messire, c'est tout propre, lavé et repassé. Ça sent bon. Mais je voulais vous dire, je crois que c'est pas prudent de partir à Crécy. Enfin, à la guerre. Oh là, tout beau, joli damoiseau. C'est mon devoir de chevalier. La guerre est une question d'honneur. Et j'ai tant de cœur à combattre l'anglois que j'en oublierais presque le boire et le mangeoire. C'est joli, ça. Robert, on dîne! J'arrive, mamie. Et toi, prépare bien mon cheval. Car le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. C'est marrant. On dirait du Giraudoux. Escuyer! Je suis là, messire! Escuyer qui vient se cuire. Qu'est-ce ceci? Qu'est-ce cela? Un petit peu rétréci, peut-être, ouais.
Je sais pas ce qui a pu se passer, messieurs. Vraiment pas. Mamie! Oui. Tu vas voir. Regardez dans quel état est le mamie. Mamie. Mais ce Aubert vous va ravir, Robert. Et puis, en ces temps, la mode change tellement vite. Vous êtes si mignon. Vous pourriez m'accorder quelques instants avant votre départ à la guerre? J'aurais peut-être pas dû la faire bouillir. Mais fais attention, t'aurais pu en prendre soin. À l'époque, on ne plaisante pas avec les armures. C'est une question de survie pour un chevalier. Voilà un exemple de home qui permet la vue uniquement quand il est un petit peu penché comme ça. Et la vue est vraiment très limitée, mais en revanche, au niveau du coup de lance, à l'impact, il n'y a absolument rien qui peut pénétrer dans le home. Il est très protecteur pour ça. C'est un home de sport, c'est-à-dire que c'est très lourd, ça se met sur une armure très lourde, parce que les armures n'étaient pas lourdes, les armures de bataille. Une armure de bataille faisait dans les 20-30 kilos maximum. On pouvait vraiment courir avec, pratiquement. En s'essoufflant un peu, bien sûr. On pouvait faire des galipettes avec une armure, on pouvait rouler dans l'herbe, on pouvait... Quand on ne se relevait pas, c'est qu'on était blessé. Mais ce n'est pas le poids de l'armure qui nous empêchait de se relever. Un chevalier doit également entretenir des chevaux, acheter des armes et équiper ses hommes. Alors tout cela, effectivement, est très cher. Or, le propre de la guerre à cette époque, au XIVe plus encore qu'au XVe, c'est qu'on doit s'équiper à ses frais. Ça n'est pas l'employeur, ça n'est pas le roi de guerre, le roi de France, qui est le chef de guerre, qui normalement vous équipe. Vous arrivez avec votre équipement militaire, avec vos montures. Vous vous imaginez quelle perte c'était pour un chevalier que d'être vaincu. Parce qu'automatiquement, il perdait ses armures, il perdait ses montures qui étaient prises par le vainqueur. Chevalier, mes seigneurs, mes compagnons. Oh, mamie. Revenez-moi vite, monseigneur, et que Dieu vous protège. Messire, faut pas y aller. Ils vont vous mettre la pâtée. Mais pourquoi diable faut-il toujours que tu m'empêches de guerroyer? Occupe-toi plutôt de mon domaine pendant mon absence et aide mamie à percevoir l'impôt. Comme vous voudrez. Mes seigneurs, chevalier, le devoir nous appelle. Hop, 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 hop. Comptez-vous? Un, c'est bon. Comme ça, on verra si on n'en perd pas en route. Compagnons, avec moi. 3, 12. Faut avoir le moral pour partir à la guerre. C'est une véritable expédition. Imaginez, à cette époque, il faut une vingtaine de jours pour traverser la France à cheval. Et pendant ce temps, Fred joue à l'intendant. Vous savez, Dame Robert, c'est bien la première fois que je viens prélever les impôts. Hein. Lequel on vient chercher aujourd'hui? Commençons par les banalités. C'est quoi ça, les banalités? C'est une taxe pour l'entretien du four à pain, du moulin, du pressoir. Que voulez-vous? Il faut bien payer l'entretien des installations du domaine. Je comprends. Et il paraît que les paysans font aussi des corvées. Enfin, je me souviens, j'ai appris ça à l'école. Vous êtes allé à l'école, damoiseau? Eh bien, souvenez-vous, les corvées, les paysans nous donnent quelques jours pour nettoyer les chemins, consolider les remparts du château. Mais dites-moi, c'est payé? Payé? Mais vous êtes fou, mon ami. Mais pourquoi faire? Mais ce sont nos gens. Et puis, en échange, le Seigneur leur accorde sa protection. Oh, vous êtes bien brave, Dame Robert. En cette fin de Moyen-Âge, la guerre coûte cher et ce sont les paysans qui en font les frais. Les charges seigneuriales varient selon les seigneurs, mais l'époque est surtout marquée par la création d'un nouvel impôt royal, la taille. On l'appelle ainsi car il permet de tailler les lances des chevaliers qui partent guerroyer. Enfin, c'est une image. L'impôt a été fait pour financer la guerre à l'origine. Et c'est même sa seule légitimité. Lorsque une guerre n'est pas terminée et lorsqu'elle cesse, à l'époque médiévale, on rembourse les contribuables. C'est une des raisons pour laquelle la guerre de 100 ans va durer si longtemps. Le roi de France a intérêt à prolonger l'état de guerre, le roi d'Angleterre aussi, c'est le seul moyen de lever des impôts. Des paysans doivent aussi subir les pillages de l'armée française qui passe sur leurs terres. Ce sont des époques où les armées n'ont pratiquement pas de service d'approvisionnement. Donc, elles vivent sur le pays. Théoriquement, elles sont supposées payer ce qu'elles prennent. Dans la pratique, elles payent mal ou elles ne payent pas du tout. Et lorsque l'armée anglaise arrive,
elle sème la terreur, car elle a pour ordre de tout piller et de tout brûler sur son passage. Le roi d'Angleterre aurait dit, mais naturellement, les populations françaises souffrent, c'est une affaire entendue, mais elles ont un moyen de ne plus souffrir, c'est de me reconnaître comme véritable roi de France. Les paysans finissent par se révolter contre la noblesse qui pille mais ne les protège plus. C'est la jacquerie de 1358. Et puis beaucoup fuient les campagnes appauvries par la guerre en espérant trouver en ville nourriture et protection. Et au château, les jours s'écoulent tranquillement en attendant le retour du Seigneur. Quand on pense que Robert ne sera pas là pour la naissance. Ça vous en fait combien, en fait? 8 filles, ça fera la 9e. Ou peut-être le 9e? Ah, ça, Robert serait très content d'avoir un héritier. Grâce à Dieu, je suis fertile. Sinon, Robert aurait pu me répudier. Vous croyez? Bon, vous savez, aux yeux des hommes et de l'Église, les femmes ne sont bonnes qu'à procréer. Ah bon, il y a 2 poids, 2 mesures? Quand on pense que l'Église autorise les hommes à battre leurs femmes, à commettre l'adultère, alors que si une femme trompe son mari, elle peut être condamnée à mort. Dame Robert, oui, j'ai une question un petit peu indiscrète à vous poser. Qu'est-ce qui va encore nous sortir? Mais si, je vous en prie, faites. Bon, avant de partir à la guerre, Robert, il vous a mis une ceinture de chasteté. Une quoi? Une ceinture de chasteté. Mais qu'est-ce donc que cette diablerie? Fred. Bah quoi, j'ai dit une bêtise? Oh! Il a bougé! Oui, il a bougé. Évidemment, c'est une bêtise. Enfin, c'est une légende. Tous les historiens te diront que la ceinture de chasteté n'a jamais existé au Moyen-Âge. Toujours est-il qu'à cette époque, la condition des femmes est dictée par les hommes, en particulier par les hommes d'église qui détiennent le savoir et l'écriture et diffusent l'idée que la femme est responsable de tous les péchés. Toutefois, la guerre de 100 ans permet à certaines femmes d'échapper à la tutelle masculine. L'absence des hommes qui sont partis à la guerre a les mêmes résultats exactement que pour les femmes de l'époque de la guerre de 1914. Les femmes ont été amenées à prendre en charge les maisons, à administrer des terres et des seigneuries. Et donc l'autonomie féminine a plutôt progressé, en tout cas dans certains cas. De là à parler d'une réelle émancipation, n'exagérons rien. Et puis, dans la noblesse, on voit aussi apparaître une sorte de combat féministe, dans lequel s'illustre Christine de Pisan. Les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, écrit-elle. Il faut les laisser étudier. Ses écrits font évidemment scandale, mais elle n'en reste pas moins la première femme à vivre de sa plume. Oh là là, j'ai l'impression qu'elle vient d'accoucher. Alors? C'est un garçon? Un garçon! Eh ben j'en connais un qui va être drôlement heureux quand il va rentrer, hein. Un garçon, il est mignon. Le Seigneur est de retour! Hop, 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 hop. Comptez-vous? Ah, c'est bon. Ben vous êtes dans un état. T'avais raison, ils nous ont mis la plastrée, hein. La pâtée. J'ai dû fuir. Moi, un chevalier. Même le roi a dû fuir. Oh. Ils nous ont déshonorés. Ressaisissez-vous, monseigneur. Je dirai rien à votre fils. Oui, mais quand même. Quoi? Mais quel fils? Ben oui. Attendez-moi. Bah, quel fils, là? Messire, votre premier garçon. Oh, il est joli. Je l'ai tellement désiré. Comment vous allez l'appeler? Godefroy, le désiré. Non, toi, tu vas te laver les dents avant de passer à table. Tu vas faire peur aux petits. Allez, hop. Allons, festoyer. Venez tous, la compagnie. En l'honneur de mon fils. Godefroy le désiré. 1346. Naissance de Godefroy le désiré. Papy! Voilà! Damoiseau! Viens t'esperger dans la salle! Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai toujours un mal fou à vous comprendre. Bon bah assieds-toi, bois un coup d'Hippocrate à la santé de mon fils. C'est de l'Hippocrate, ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du vin, des épices. C'est bon pour les boyaux. Allez, bois, fais ripaille. Ripaillons, les amis! Buvons un coup à la santé de Godefroy le désiré! Vas-y, Fred,
ripaille. Et surtout, ne cherche pas les couverts, on mange avec les doigts. Ne cherche pas les assiettes non plus. On mange sur de grandes tranches de pain que l'on appelle des tranchoirs. Attention quand même, les plats sont épicés, car on pense que la cannelle, le gingembre, le safran et le poivre sont bons pour la digestion. Au Moyen-Âge, on a déjà le souci de la diététique. Il y a des légumes et des fruits en entrée. Et aujourd'hui, t'as de la chance. Il y a de la viande. Car sais-tu que l'Église interdisait de manger de la viande environ 150 jours par an? Du faisan. À l'époque, les festins durent longtemps. Trop longtemps même pour certains. Ça va pas, monseigneur? Un petit coup de blues? Oh. Je suis entré en mélancolie. C'est Hippocrate. Ça vous rend triste. Les Anglois nous ont menés en montage. Ridiculisés. Humiliés. Dis donc, comment as-tu vent de la maltourne, là? Je vais vendre rien, moi, mais je voudrais quand même vous prévenir, des fêtes, vous allez en connaître d'autres, hein. Calais, Poitiers. Poitiers, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah. Demain, tu participeras au tournoi. Si tu démonstres ta valeur, si tu remportes l'épreuve, je te ferai chevalier. Oh. Ah, si tu veux lui casser le moral, Fred, c'est gagné. C'est vrai que les chevaliers français vont encore subir de lourdes défaites. Après Crécy, ils n'arriveront pas à stopper les Anglais, qui s'emparent de Calais. Le roi Philippe VI décède. Mais son successeur, Jean II le Bon, n'aura pas plus de succès. Le nouveau roi de France perd la bataille de Poitiers. Et à cette occasion, il est fait prisonnier par les Anglais, qui réclament une rançon de 3 millions d'écus d'or, l'équivalent du budget de l'État. Pour sa libération, Jean II le Bon fait frapper une nouvelle monnaie, qu'il appelle le franc, car elle va l'affranchir. Mais lorsqu'il est libéré, le royaume de France a perdu un tiers de son territoire. Tout va changer avec cet homme, Charles V, nouveau roi de France, qui décide de réorganiser l'armée sur le modèle anglais avec l'aide du célèbre Bertrand du Guesclin. Et puis Charles V mène une grande politique de fortification des villes, et en particulier de Paris. Alors on voit très bien cette formidable enceinte, l'enceinte dite de Charles V, qui est absolument fabuleuse, ponctuée de grandes constructions militaires type la Bastille ou encore le Louvre, et cette grande enceinte de Charles V, sur la rive droite, a été si efficace que jamais Paris n'a été pris par les Anglais jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. À la mort de Charles V, en 1380, le royaume de France a repris la plupart des territoires qu'il avait perdus. En attendant, pour Fred, le grand jour est arrivé. Ça va aller les trompettes, les jeunes. Escuyer qui bien se cuit, gentil damoiseau, je vous rappelle que cette joute est courtoise. Celui qui remportera ce tournoi sera adoubé et roulé bolide. J'ai pas compris. Vous avez dit adoubé? Fait chevalier. Mais sire, il a l'air méchant. Bon, va te mettre en place et heurte bataille. Messieurs. Ça commence mal. Lève-toi et bats-toi vaillamment. Mais c'est vraiment pour lui faire plaisir.
Fais-moi le malin maintenant. Faites-lui grâce, escuyer qui bien se cuit. Vous avez bien mérité de louper. Merci, mes amis. Ça vous a plu? J'ai fait ce que j'ai pu. Au nom de Dieu, de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te fais chevalier et te remets l'épée. Sire, cette épée à deux tranchants, de l'un, je défendrai ma foi, de l'autre, je défendrai mon roi. Bon joie! Bon joie! Les filles, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que cette diablerie? Ah non, messieurs, n'appuyez pas. Laissez-moi tranquille. Non. Oh non!